toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette session dédiée à un sujet d'importance cruciale, qui est la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Bien entendu, tout le monde a constaté que l'intelligence artificielle transforme de nombreux aspects de notre vie. Elle ouvre également des nouvelles portes aux cybermenaces. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment l'intelligence artificielle peut être à la fois une arme redoutable pour les cybercriminels, mais également un bouclier puissant pour les défenseurs que nous sommes en termes de cybersécurité, en termes de sécurité numérique. Donc cette session a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre ces enjeux, de découvrir les dernières innovations en termes de cybersécurité et puis bien entendu de vous préparer à naviguer dans ce paysage, qui est en constante évolution. Cette session fait partie, d'une, session plus large, d'une série, de présentations, de web séminaires. C'est une campagne que l'on a appelée Prevention First. L'objectif est, de pouvoir amener un certain nombre d'éléments de compréhension du contexte, actuel. Vous retrouverez, tous ces éléments, sur notre chaîne YouTube. Sachez que cette session est enregistrée, donc vous la retrouverez également d'ici quelques jours, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à revenir sur cette chaîne, vous aurez ainsi le replay et on a également, un certain nombre d'éléments qui sont sur cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la visiter. Je pense que vous trouverez, des, vidéos et des contenus, utiles. Donc aujourd'hui, je suis accompagné par, Grégory Ezrati, qui est directeur du support et des services, une pièce maîtresse, dans l'échiquier, des aides, en France en particulier, de par, ses différentes fonctions. Grégory, bienvenue. Je te laisserai te présenter un peu plus en détail, au moment de ton intervention. Bonjour. Et donc je suis Benoît Grunemwald, aujourd'hui, directeur des affaires publiques et expert en cybersécurité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une présentation très rapide de la société EZ sous différents formats. Premier format, quelques chiffres, bien entendu. Nous sommes le premier éditeur européen, classé par le chiffre d'affaires, et ça sur la partie endpoint. Nous protégeons plus d'1 milliard d'internautes, et ce, au travers de différents partenariats, bien entendu, avec nos clients en propre, vous le voyez, 110 millions de clients, et aussi des partenariats, notamment avec Google, lorsque l'on protège l'App Defense Alliance, c'est donc le Google Play Store, eh bien, on va permettre d'éviter que des logiciels malveillants ne s'introduisent au maximum, tant que faire se peut, dans le Google Play Store, à la fois de manière initiale, mais également de manière continue, parce qu'on sait que les logiciels peuvent évoluer au fil du temps. Et puis, ils nous font confiance et j'en ai mis que deux parce que sinon ça serait beaucoup trop long. D'une part, la gendarmerie nationale, c'est quasiment 100 000 postes sous Linux, quelques postes sous Windows, mais c'est anecdotique. Et puis, les pompiers de Paris, BSPP, nous font également confiance pour protéger leur système d'information. Et on sait tous à quel point il faut être efficace et puis aider la résilience de ces systèmes qui ont besoin de fonctionner 24 heures sur 24. Deuxième présentation des aides, deuxième format. Vous avez ici un modèle qui représente à la fois à droite la partie solution, à gauche les services, et c'est là où Grégory intervient en particulier. Et tout ça ne serait rien sans la Cyber Threat Intelligence, parce que si nous sommes bien entendu, depuis plus de 35 ans, éditeur de logiciels de sécurité, anciennement antivirus, EDR, protection des messageries, eh bien, ces logiciels n'auraient aucun intérêt s'il n'y avait pas une analyse de la menace qui fait en sorte que ces logiciels prennent les bonnes décisions. Et cette analyse de la menace, justement, c'est cette Cyber Threat Intelligence, c'est ce qui nous permet, de partie émergée de l'iceberg notamment, de produire des rapports à la fois sur les menaces, sur le paysage des menaces d'une manière générale, mais également des rapports, comme vous le voyez ici, sur les APT, donc Advanced Persistent Threats, donc les menaces avancées, souvent affiliées avec des États, en tout cas les intérêts des États. Vous avez ici un exemple de notre dernier rapport qui présente la couverture de nos recherches sur les différents groupes APT et les secteurs qu'ils ciblent. Mais
on ne recherche pas, on ne mène pas des recherches uniquement sur des groupes extrêmement avancés qui visent notamment les gouvernements, des secteurs très sensibles. On mène également des recherches sur des attaques qui visent à la fois des petites, des moyennes entreprises, et ce, dans tout secteur. Vous avez ici un exemple de recherche qui a été publié et dans cette attaque visait à la fois les TPE, les PME, mais également des secteurs très différents comme le secteur de l'industrie, la pharmaceutique, le juridique, le soin de santé. Bref, beaucoup de secteurs qui sont à la fois essentiels pour notre économie puis pour notre fonctionnement. Et si j'ai mis en avant cette recherche, c'est notamment parce que donc elle a été publiée en septembre 2024, et c'est notamment parce que encore en septembre 2024, l'accès initial qui a permis cette attaque, eh bien vous le voyez, hein, c'est notamment, enfin il y en a cinq. Le premier c'est Eternal Blue, donc qui date de 2017 quand même, donc une faille que on aurait pu corriger. Une autre de 2020, 2021, 2022, 2023. Voilà, donc un certain nombre de failles qui possèdent des correctifs et qui ne sont pas ni des zéro day ni des failles qui sont sorties très récemment. Voilà, petit message subliminal sur la mise à jour. Bien entendu, maîtriser quand c'est possible de nos systèmes d'information pour éviter l'intrusion par des cybercriminels. Et puis, dans les autres activités que l'on mène, eh bien, il y a des activités avec les forces de l'ordre, parce que nous avons, grâce à la fois à la télémétrie, à la cyber threat intelligence, un certain nombre d'informations qui vont aider les forces de l'ordre. Notamment, on a une vision mondiale sur beaucoup d'éléments. Et c'est pour cette raison que l'on a pris part à l'opération Magnus. Cette opération a été menée conjointement avec différents services de justice et de police. Elle a visé à démanteler Redline Stealer et Meta Stealer, qui sont deux info-stealers, donc voleurs d'informations sensibles, en particulier les logins et les mots de passe. Et ce que l'on a fait, c'est que depuis 2023, on a travaillé dans le plus grand secret avec ces différentes forces de l'ordre et des confrères, et on a amené des éléments qui ont permis de mieux comprendre quel était le fonctionnement, l'architecture côté back office des cybercriminels qui opèrent ces info-stealers. Et donc, on a pu, comme cela, participer au démantèlement. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à consulter à la fois l'opération Magnus. Si vous cherchez dans votre moteur de recherche préféré, opération Magnus, vous trouverez facilement dessus. Et ou sinon, sur notre blog, welivesecurity.com, blog qui met à disposition beaucoup de ces recherches-là et d'autres éléments. Voilà, je vous invite, que vous soyez un particulier, une TPE ou une grande entreprise, à faire un tour sur We Live Security. C'est une mine d'informations. Première partie, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va diviser cette session en deux. La première, on va voir la dualité de l'intelligence artificielle. Et puis, bien entendu, on verra comment cette intelligence artificielle est utilisée par les défenseurs avec Grégory. Alors, on va passer, bien entendu, rapidement sur quelques définitions, mais l'important, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, mais bien plusieurs types d'intelligence artificielle. Depuis 1997, Grégory vous le dira, mais on utilise notamment les réseaux de neurones, le machine learning dans nos solutions. Donc, vous avez bien quelque chose qui est plutôt destinée au laboratoire, et puis une partie qui, elle, est aujourd'hui visible du grand public, ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models, qui vont permettre de discuter avec des intelligences artificielles plus ou moins spécialisées. Ces intelligences artificielles, on va les retrouver bien entendu dans l'intégralité de notre vie numérique, forcément. Ça va débuter par de la recherche, ça va débuter par les voitures autonomes, bien entendu les agents conversationnels. Mais tout ce qui aujourd'hui est dans notre vie numérique est bien entendu augmenté par l'intelligence artificielle. Et ça a été rendu possible par différents éléments, deux principaux, déjà des bases de données et des ressources qui permettent de construire et d'entraîner ces modèles qui sont de plus en plus importantes. Et bien entendu, la puissance disponible à la fois du cloud, des machines, des cartes spécifiques pour entraîner les modèles, et la disponibilité des clouds et de ces différentes ressources.
Alors, quand on voit ce qu'il est possible de faire avec ces intelligences artificielles, nous, à la fois dans le quotidien, mais également côté défense, eh bien, on imagine bien que les cybercriminels profitent de cela et vont s'en servir eux aussi pour pouvoir augmenter leur productivité. Malgré tout, avant de rentrer dans ce sujet-là, voyons quelques éléments qui constituent les limites de l'intelligence artificielle. Le premier point, c'est que celle-ci peut générer un certain nombre de faux positifs et d'hallucinations. Vous le voyez, si vous êtes utilisateur de ces différents LLM, vous posez une question, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir des réponses qui sont soit fausses complètement, soit erronées sous forme d'hallucinations. Vous pouvez lui demander qui est le président de la Sixième République, par exemple, eh bien souvent, les langages de modèles se forcent à répondre et veulent absolument trouver une réponse, apporter une réponse. Et donc, forcément, celle-ci n'existe pas. D'autre part, on voit qu'il y a des problèmes de qualité et d'efficacité à long terme parce que ces modèles ont besoin d'être pilotés par des humains, vérifiés, éviter les biais, s'assurer que les sources de données sont bonnes, et puis protéger le modèle d'une manière générale contre les attaques. On rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure. Et puis, bien entendu, eh ben, il y a des adversaires qui sont intelligents, adaptatifs, hein, ce sont les êtres humains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un nouveau système, quel qu'il soit, l'intelligence artificielle n'en fait pas exception, eh bien, vous avez des hackers, alors parfois hackers éthiques et parfois pirates, qui vont essayer de détourner ces différents éléments à leur profit et à notre désavantage. Donc pour cadrer tout cela, eh bien, il y a deux éléments en particulier qui sont importants. Le premier, c'est une, voire de multiples, comme il existe de multiples intelligences artificielles, il existe multiples réglementations qui essayent d'encadrer l'intelligence artificielle. En particulier en Europe, vous avez l'AI Act, et l'AI Act va avoir différents éléments, notamment essayer de trouver un équilibre entre les risques, les innovations, assurer la transparence et également la responsabilité de ces différents modèles, et puis aussi protéger, et ça c'est un élément fort de l'Europe qui nous différencie certainement de beaucoup d'autres réglementations, protéger la vie privée et les données personnelles de ceux qui les utilisent. Alors, je vous ai mis quelques autres drapeaux sur la droite de l'écran. Il y a d'autres réglementations qui ont des philosophies différentes. En tout cas, l'IA Act est une réglementation qui s'applique en Europe, qui est plutôt intéressante et qui, encore une fois, a un certain nombre d'alignements avec les valeurs qui sont celles que l'on a pu connaître, par exemple avec le RGPD ou encore NIS 2 qui arrive très prochainement. Et si vous souhaitez peut-être un plongée rapide et décortiquer l'IA Act, eh bien, je vous invite à consulter l'analyse détaillée qui a été rédigée par l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique. Celle-ci est en français et très accessible. Bien entendu, les autorités, les institutions, elles aussi, sont en marche pour nous aider à comprendre et mieux protéger eh bien, l'intelligence artificielle que l'on pourrait déployer dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos administrations. Et pourquoi pas, manière de l'utiliser en tant que simple individu et ou employé. Et je vous invite pour cela à consulter le guide des recommandations de sécurité pour un système d'IA génératif qui a été édité et mis à disposition gratuitement par l'ANSSI. Donc vous le retrouverez aisément sur le site de ssi.gouv.fr. Et donc ce guide s'adresse à la fois à ceux qui veulent utiliser une IA, mais également ceux qui la mettent en place au sein de leur entreprise. Et puis vous avez des recommandations sur tout ce processus et toute cette mise en œuvre qui pourrait intervenir au sein de vos organisations avec des éléments de surveillance, on va dire des points d'attention. Voyons maintenant comment cette intelligence artificielle peut être utilisée par les attaquants. Alors, je ne vais pas rentrer dans des différents éléments liés à la croissance des entreprises, un certain nombre d'éléments, d'études qui montrent que l'intelligence artificielle est utilisée par les différents attaquants. Et notamment le fait qu'il existe des modèles qui sont complètement déplombés, débloqués, sans protection, sans limite éthique, parce que les attaquants, quand ils ont commencé à vouloir utiliser des modèles commerciaux, se sont assez rapidement heurtés à des barrières. C'est-à-dire que si vous demandez assez bêtement à l'intelligence artificielle de type chatbot conversationnel, écris-moi un email d'hameçonnage pour attaquer ou leurrer des particuliers de telle ou telle banque, eh bien,
Alors, au début, ça marchait, mais assez rapidement, les éditeurs de ces modèles ont mis des barrières pour éviter ce type de questions, en tout cas éviter de donner des réponses à ce type de questions. Et en réponse à cela, eh bien, comme il existe un certain nombre de modèles open source, les cyber attaquants se sont organisés pour pouvoir créer des modèles ou mettre à disposition des modèles qui n'avaient pas ces différentes barrières. Vous avez ainsi WormGPT qui est à la disposition, soit certains modèles sont mis à disposition gratuitement et d'autres sont mis à disposition. Bien entendu, il n'y a pas de petit profit contre location. Donc, comme vous pouvez payer, comme nous pouvons payer un abonnement de type ChatGPT ou Mistral, eh bien, il est tout à fait possible de payer un abonnement sur un modèle qui est déplombé. Autre élément, d'ailleurs, qui est couvert bien entendu par le guide de l'ANSSI, c'est la faiblesse du modèle lui-même. Alors, s'il est souvent plus facile d'utiliser un modèle de type WormGPT, il est pour autant possible de venir détourner de son usage initial un modèle tout à fait conventionnel. Et c'est ce qu'a montré deux exemples que je vais vous présenter tout de suite. Et je ne vais pas rentrer dans le top 10 de l'OWASP en entier, hein, parce que ça serait beaucoup trop long, mais je prends deux exemples. Le premier, c'est le prompt injection, et le deuxième, c'est l'information, c'est la sortie d'informations sensibles qui ne devraient pas l'être. Et donc le premier, c'est cette fuite d'informations qui a subi l'entreprise Samsung, notamment parce que ses employés avaient voulu augmenter leur productivité et donc avaient partagé des informations sensibles avec ChatGPT. Et il se trouve que des petits malins de l'autre côté ont demandé à ChatGPT ce qu'elle savait sur les recherches en cours par Samsung. Et malheureusement, l'agent conversationnel a répondu par l'affirmative en donnant les informations qui avaient été données par les employés de ChatGPT. Donc prudence à ce que l'on met et prudence vis-à-vis de ces employés pour amener à des comportements d'usage de ces intelligences artificielles raisonnables. Et puis, autre élément, et là, c'est un chercheur qui s'appelle Johan Rehberger, qui s'est dit qu'il pouvait, lui, manipuler l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un prompt via un email, et ce prompt était écrit blanc sur blanc, donc invisible à l'œil nu pour l'être humain, mais parfaitement digeste pour une intelligence artificielle. La première chose qu'il a dit à l'intelligence artificielle, c'est que, cher copilote, tu deviens copirate, et à partir de là, je vais te donner des instructions pour que tu sois mon assistant personnel pirate. Et donc, à force de prompts cachés, eh bien, il a réussi à manipuler Copilote pour pouvoir faire en sorte d'exfiltrer des informations. Si cette recherche vous intéresse, je vous invite à aller la parcourir. Elle est vraiment extrêmement intéressante et on voit l'intelligence là, du coup, du hacker qui détourne le système pour arriver à ses fins. Un beau proof of concept. Et puis, bien sûr, on le sait, l'intelligence artificielle est utilisée pour l'hameçonnage, pour améliorer cet hameçonnage, pour améliorer la quantité, la qualité. Ça a des répercussions dans le monde réel, notamment au Japon, pays qui était largement, on va dire, auparavant épargné. Et cette intelligence artificielle qui permet d'écrire dans de très nombreuses langues avec très peu de fautes ou enfin une belle qualité, eh bien, a fait qu'il y a eu une explosion des hameçonnages au Japon. Autre usage de l'intelligence artificielle, ce sont la création de deep nude, de deepfake de nudité, à la fois des images, mais également des vidéos. Alors, ça a pris des proportions tellement importantes, notamment en Corée du Sud, qu'il y a eu des manifestations dans la rue, que le gouvernement a été obligé de légiférer. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques mois maintenant. Il faut savoir qu'en France, on a la loi SREN qui, avant la Corée du Sud, pénalisait la création de ces hyper-trucages, hein, comme on dit en français, donc passible de 75 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement pour cet usage. C'est un élément qui est vraiment récent. J'étais lundi soir dans le journal de France 2 pour évoquer cette problématique des deep nude. Voilà, donc en quelques minutes, c'est un court reportage de 6 minutes. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'infos, eh ben, je vous invite à regarder cette synthèse.
Autre point, les deepfakes vocaux, ceux-ci sont également beaucoup utilisés, notamment dans l'arnaque dite du faux fils ou de la fausse fille, où on va utiliser des empreintes faciles à trouver d'enregistrements vocaux, de voix de certaines personnes, et à partir de là, on va pouvoir entre guillemets, appeler les parents ou envoyer des messages vocaux de type message, par exemple, sur WhatsApp ou sur Signal ou Telegram. Et ces messages vocaux vont être entraînés par l'IA sur la voix de d'un proche de la victime, ce qui va lui permettre de penser, de discuter, échanger avec cette personne, alors qu'en fait, ce sont des pirates ou des arnaqueurs. Et puis la vidéo, on y revient, est utilisée bien entendu à des fins lucratives, mais également à des fins de déstabilisation. On l'a vu lors des Jeux Olympiques, cette fausse mini-série, soi-disant avec Tom Cruise, donc Olympic Has Fallen, qui visait à discréditer les Jeux Olympiques et qui a été promulgué sur les réseaux sociaux. Donc, une opération de déstabilisation, comme certains gouvernements savent en faire, en usent et en abusent. Cela fait maintenant un certain nombre d'années à la fois qu'EZ utilise l'intelligence artificielle et qu'EZ a également produit un certain nombre de documents, de livres blancs ou de recherches sur l'intelligence artificielle. Vous avez ici un exemple qui est sorti en 1900, en 2017. Donc le titre est: Est-ce que le machine learning est, alors en anglais silver bullet, c'est vraiment l'élément capital de la cybersécurité? Vous aurez la réponse dans ce livre blanc, encore une fois disponible sur notre blog willivsecurity.com, que je vous invite à consulter. Ce qui est sûr, c'est que cette intelligence artificielle est utilisée par les cyberattaquants, comme bien entendu, comme nous, pourquoi s'en priver, qu'elle est utile pour mener à la fois des campagnes plus qualitatives et également plus quantitatives. Aujourd'hui, un certain nombre de logiciels malveillants sont augmentés grâce à l'intelligence artificielle. On n'a pas encore vu complètement de logiciels malveillants écrits de A à Z, même avec WormGPT ou ChatGPT, parce que en face, on a nous aussi un certain nombre d'éléments qui nous permettent de les détecter. Donc l'intelligence artificielle n'est pas encore complètement autonome là-dedans, mais les cybercriminels ont bien compris comment les utiliser. Et ça m'amène à cet élément qui d'ailleurs fait référence à Nice 2, un message que l'on passe depuis un bon moment, que l'on trouve notamment dans un des guides de référence, qui est les 40 règles de l'hygiène de l'ANSSI. Si on veut avoir une vision à 360 de sa cybersécurité, de ce que l'on peut faire pour l'améliorer, c'est bien prédire, prévenir, détecter et répondre. Ces quatre éléments mis ensemble vont apporter, encore une fois, ce que le Nice 2 met en avant, c'est la nécessité de résilience face aux cyberattaques. Et c'est sur ce mot que je vais passer la main à Grégory. Alors Grégory, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en 2 secondes, nous rappeler quelles sont tes différentes missions aujourd'hui au sein des Z-France? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous encore une fois. Effectivement, moi je suis Grégory Ezrati, je travaille chez Z France depuis maintenant plus de 10 ans. Mon rôle est transverse un petit peu sur la partie technique, puisque je vais m'occuper des équipes support technique jusqu'à l'équipe cyber qui aujourd'hui fournit du service de management et de gestion des outils EZ. Et donc, pourquoi je suis invité dans ce WebEx et pourquoi je parle de l'intelligence artificielle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, mes équipes l'utilisent, nos produits l'utilisent. Ce WebEx, c'est vraiment pour vous illustrer la partie aussi défensive. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle sur la partie défensive et comment nous, EZ, on exploite toutes les compétences de l'intelligence artificielle par la vitesse de calcul, par aussi les échanges qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, nouvellement ChatGPT et toute autre intelligence artificielle, et comment on va permettre comme ça de vous défendre et aussi de pouvoir faire des analyses beaucoup plus pertinentes. Donc sur la première slide qui va être assez important,
Déjà, il faut bien partir du principe que l'intelligence artificielle n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Donc, je ne vais pas refaire toutes les dates charnières de cette exploitation de l'intelligence artificielle, mais EZ utilise depuis des années et des années l'intelligence artificielle en l'intégrant dans nos produits. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est nouvellement l'intelligence artificielle puisque aujourd'hui elle devient accessible, elle devient commun. Donc on peut maintenant utiliser cette intelligence artificielle tout en sachant que dans nos produits, depuis maintenant les années 97, 2000, on avait déjà intégré l'intelligence artificielle pour justement tout ce qui va être traitement des données et analyse avancée. Et puis maintenant, on va vous permettre maintenant de discuter, d'avoir un accès à cette intelligence artificielle pour aussi monter en puissance, monter en compétence et avoir des analyses beaucoup plus approfondies de votre côté et spécifiques. Donc, déjà, dans un premier temps, l'intelligence artificielle, eh bien, elle va réduire le volume de traitement, ce que je dis là depuis quelques minutes, et aussi réduire les faux positifs. Ce qu'on peut très vite constater sur des produits de sécurité et sur typiquement des EDR aussi, c'est qu'on peut avoir énormément de bruit, de faux positifs et un nombre important de données qui vont remonter auprès des équipes, des données en termes de traitement. Et donc, on est un petit peu obligé aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à réduire ces bruits, à réduire les faux positifs et aussi à pouvoir réduire le volume de traitement qu'il y a à faire. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui va vous permettre de gagner du temps, c'est cette intelligence artificielle utilisée à bon escient et aussi intégrée dans nos produits, puisque finalement, quand on intègre l'intelligence artificielle dans nos produits, eh bien déjà, on vous fait gagner du temps en vous faisant traiter moins de volume et en ayant moins de bruit et de faux positifs. Donc, l'intelligence artificielle, évidemment, quand on va parler de sandboxing cloud, on va parler de scénarios joués à une vitesse très rapide pour pouvoir avoir un retour d'information assez rapidement et savoir si les fichiers ou le process est malveillant ou pas. Donc, la sandboxing cloud est, on va dire, la valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre tout de suite d'avoir un retour d'une intelligence artificielle. Alors évidemment, derrière l'intelligence artificielle, il faut quand même considérer qu'il y a de l'humain, puisque finalement, une fois que l'intelligence artificielle a joué ses scénarios, eh bien derrière, il y a l'humain. Si c'est malveillant, etc., l'humain va commencer à traiter, mais de façon plus approfondie et à faire des études autour des résultats qui vont être apportés. Mais ici, on voit dans la sandboxing cloud, quand on va vous dire que votre fichier ou votre process a été soumis à la sandboxing cloud EZ, évidemment, vous n'allez pas attendre un jour, 2 jours, 3 jours avant de pouvoir utiliser ce process et ce fichier. Sinon, ça devient trop contraignant. Eh bien, ça va être l'intelligence artificielle qui va jouer un nombre important de scénarios. On va jouer des scénarios en mettant des environnements fictifs, en accélérant le temps, en ralentissant le temps, en essayant de voir un petit peu est-ce que le process qui doit manipuler des clés de registre, etc., est-ce que ce process-là est légitime par rapport à ce qu'il doit faire? C'est comme ça qu'on voit les choses et c'est comme ça que la sandboxing clone va jouer très rapidement les scénarios. Et évidemment, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire et qui va avoir ce retour d'analyse. À partir de ce moment-là, vous avez un retour de fichier. Est-ce qu'il est malveillant ou pas? Est-ce que le process est malveillant ou pas? Et à ce moment-là, derrière, vous avez quand même un humain qui va prendre l'information derrière. Mais vous avez déjà eu, vous, votre retour d'information, mais l'humain EZ va reprendre l'information derrière et va traiter plus longuement l'information pour voir est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus large que votre simple process ou fichier. Alors Ensuite, cette intelligence artificielle, elle est énormément répartie dans tous nos produits, hein, Grégory. oui, exactement. Et effectivement, cette slide-là qui est très connue chez nous, chez EZ, hein, c'est la slide de nos modules, puisque finalement, EZ a une vision des produits de sécurité qui est assez modulaire. C'est un peu comme ça qu'on le dit, où vous avez des parties, des morceaux de protection qui vont faire une seule et même protection dans le endpoint. Donc on voit ici notre fameuse slide de pré-exécution, exécution, post-exécution, avec les différentes couches de protection. On peut parler du pare-feu, on peut parler de la détection ADN, du scanner UEFI, bouclier anti-ransomware, etc.
Et évidemment, dans chaque partie de ce module-là, vous avez de l'intelligence artificielle. Dans une grande partie de ces modules, vous avez de l'intelligence artificielle embarquée, puisque finalement, encore une fois, la vitesse de traitement aujourd'hui est très importante. Si on était sur un monde où on avait le temps de faire des choses, on avait le temps d'analyser, on avait le temps d'aller prendre un café tous les jours, etc., avec 2, 3 heures avant que mon fichier se lance, et je suis sûr et certain que, qu'il n'est pas malveillant, et je suis sûr et certain que ce mail n'est pas un fake mail, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, le monde va très vite, on doit aller très vite, on doit répondre très vite, et donc on est obligé d'avoir accès à cette intelligence artificielle qui est intégrée dans nos produits. Et encore une fois, nos modules de protection ne sont pas nouveaux. Évidemment, ils se mettent à jour tous les jours, et évidemment, on les améliore tous les jours, mais ces modules-là ne sont pas nouveaux. Et il y avait déjà de l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, on va de plus en plus loin avec cette intelligence artificielle. Et alors, si on considère les différents modules là, que tu évoques et qu'on prend une des forces des aides, c'est sa légèreté, est-ce que tu peux nous dire comment ça se matérialise ces 32 années d'existence en R&D? Effectivement, donc la R&D, la R&D, c'est sur plusieurs points. On va faire évidemment, on a nos chercheurs EZ qui sont très, on va dire, très bien connus dans le monde de la cyber, parce qu'on fait des études, et EZ HQ participe à des opérations de police, etc., pour justement contrer tous ces groupements d'attaques. Et on a aussi notre R&D sur les produits. Encore une fois, les machines évoluent. Bien sûr, tout évolue, les machines évoluent, la compétence, la performance des machines évolue, mais on recherche toujours à gagner de la ressource. Tout le temps, c'est vraiment une recherche R&D qui va tourner autour de la gagner des ressources tout en protégeant l'utilisateur. Et donc, encore une fois, cette intelligence artificielle va permettre de consommer moins de ressources pour justement protéger plus. Donc en fait, on est largement gagnant autour de ça, puisque finalement, vos machines vont consommer moins avec nos produits EZ, donc il y aura moins de consommation, mais par contre, l'intelligence artificielle va faire le travail. Et il y a un autre point aussi qui est assez important, c'est qu'EZ, dans sa recherche et développement, a fait un tournant à un certain moment où il ne va pas forcément mettre toute la ressource d'analyse sur votre poste de travail. Lorsque vous allez aller sur les consoles cloud, quand vous allez aller travailler sur des serveurs de gestion de vos produits, etc., eh bien, il y a une partie qui va être analysée aussi à travers vos serveurs. Donc, on va faire une répartition de charges aussi de cette façon-là pour arriver à gagner en ressources, et pour que EZ soit le plus transparent possible pour l'utilisateur, et que EZ ne soit pas forcément un frein sur votre utilisation de tous les jours de l'informatique. Donc, il y a aussi bien les faux positifs qui vont être nettoyer, les bruits de votre DR qui vont être améliorés. Alors, je dis jamais nettoyer, parce que des bruits, vous en aurez toujours. Et vous avez aussi cet aspect où EZ n'est pas forcément trop mis en avant auprès de vos utilisateurs, puisqu'il va rester quand même assez caché, et l'utilisateur ne va pas forcément tout le temps s'apercevoir qu'il a une protection virale sur la machine. Voilà. Alors cette discrétion, c'est vraiment, effectivement, c'est une des marques de fabrique des Z. Tu peux nous présenter à partir de quoi on part et où est-ce qu'on arrive? Alors, à partir de quoi on part et où est-ce qu'on arrive, évidemment, c'est là où on voit toute la performance des choses. Quand on dit 65 Tera de binaire classé avec précision, imaginez ce que c'est 65 Tera, une base de millions d'utilisateurs qui va être traitée, analysée pour pouvoir déterminer les différents threads, etc. Donc forcément, de 65 Tera à analyser, ça pourrait demander énormément d'humains. Et encore, on peut se dire que l'humain a sa faiblesse, il doit dormir, il doit manger, il doit rester concentré, alors qu'encore une fois, une intelligence artificielle, son avantage aussi, c'est qu'elle dort pas, elle mange pas, et elle n'a pas besoin de rester concentrée, puisqu'elle est toujours concentrée. Et donc finalement, ces 65 Tera, c'est 8 jours de préparation des données, deep learning, de tests, etc., pour arriver jusqu'à nos produits à une donnée qui va être très légère, c'est 17 émo. Euh, donc c'est vraiment, on part d'une masse d'informations, d'une masse de traitements, et je ne parle pas d'analyse de SOC ou quoi, on parle vraiment de toutes les informations que les produits de sécurité vont remonter auprès de notre HQ, auprès des data centers du HQ, et donc vont être analysés. Et donc de toute cette masse de travail, de toute cette masse de données,
eh bien finalement sur le produit de sécurité, ça va être seulement 17 MO. Et encore, 17 MO, c'est large, parce que finalement, on peut avoir des mises à jour très réduites, et on ne parle pas de base de signature, on parle pas de tout ça, on parle vraiment des mises à jour de modules, et qui vont justement améliorer considérablement votre protection, tout en restant avec une certaine légèreté. La légèreté, c'est aussi une façon aussi de voir le produit pour dire que, encore une fois, vos utilisateurs vont pas être embêtés, mais la première chose qu'on cherche quand on cherche un produit de sécurité, c'est de savoir est-ce qu'il va être bien me protéger ou pas. Et donc, EZ, à travers toutes ces données et ces millions d'utilisateurs dans le monde, plus nos chercheurs, plus nos ingénieurs sécu, et aujourd'hui avec le service, puisque le service remonte aussi de l'information, remonte l'information auprès des data centers, puisque finalement, on capitalise aussi sur cette intégralité de là des données, et donc on revient encore une fois avec ces petits modules de mise à jour qui font toute la protection derrière. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on est sur une partie, comme tu le montrais hein, dans l'un de tes premiers slides, c'est une partie, on va dire, immergée de l'iceberg, hein, vraiment ce qui existe depuis, chez nous depuis 1997, réseau de neurones, machine learning. Bien entendu, nos chercheurs en intelligence artificielle et nos développeurs en intelligence artificielle bénéficient de la tendance qui n'est pas qu'une tendance marketing, c'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter, donc une intelligence actionnable qui sort de nos laboratoires et qui vient également à la disposition des utilisateurs. Voilà, comment ça fonctionne et finalement, j'ai envie de dire pourquoi. Donc, effectivement, donc, on va dire l'avancée technologique de cette intelligence artificielle a fait qu'aujourd'hui, l'humain peut y avoir accès, l'humain lambda peut y avoir accès. On parle vraiment aujourd'hui, ça a fait vraiment dans toute la partie cyber, dans la partie informatique, on en voit partout. Il y a même pratiquement des articles qui sont écrits par l'intelligence artificielle avec quelques mots-clés, etc. Eh bien, c'est lui-même qui va aller faire les recherches sur le web, etc. Nous, pour nous, en termes de produits de sécurité, de défense, eh ben, finalement, on va avoir cette partie-là où, sur une chaîne d'attaque, à chaque élément de la chaîne d'attaque, on va pouvoir utiliser cette intelligence artificielle. Donc, il y a deux choix possibles. Et là, aujourd'hui, c'est ça aussi qui va nous aider, c'est que quand on va parler de l'accès initial, aujourd'hui, on se dit, il faut former mes utilisateurs pour qu'ils puissent déterminer si ce mail-là est un phishing ou pas. Quand on parle de cette partie-là, on va toujours partir du principe que je me réfère à un utilisateur qui n'est pas forcément un expert de l'informatique pour me dire, je protège mon parc informatique. Quand on donne cette phrase-là, on se pose des questions. On se dit, ah, quand même. Bon, c'est un peu difficile de se projeter comme ça. On sait qu'aujourd'hui aussi, le plus gros niveau d'attaque, c'est vraiment le phishing. Pour commencer, quand on va parler de chaîne d'attaque, on va partir tout de suite très souvent d'un phishing, et à partir de ce phishing-là, les attaquants vont continuer à travailler. Et donc finalement, l'intelligence artificielle intégrée dans nos produits vont faire cette part des choses à se dire, est-ce que c'est un phishing? La façon qui va être écrit, la façon que ça va être amené, etc., les liens qui vont être utilisés, vont être des indices de compromission pour déterminer si on est sur un accès initial. Et puis après, au fur et à mesure, si ça passe à travers, puisque finalement rien n'est, on va dire, rien n'est infaillible, et bien finalement, quand ça va passer à travers, chaque étape de l'attaquant, chaque étape d'attaque, eh bien, on pourra avoir cette intelligence artificielle au fur et à mesure. Et donc, on va voir aussi comment ça va se matérialiser et comment vous allez l'utiliser, cette intelligence artificielle-là. Et après, vous verrez comment EZ vous la met à disposition. Donc, sur cette chaîne d'attaque, c'est une chaîne d'attaque assez facile à lire. On voit bien toutes les techniques utilisées jusqu'à l'attaque de ransomware, malware, destruction, prise d'otage des données, etc. Et donc, derrière, soit vous avez des équipes dédiées, soit vous n'avez pas d'équipe dédiée et c'est à vous de traiter l'information. Et donc là, on en vient au renseignement et prise de décision, puisque l'intelligence artificielle, dès le début, va vous aider à travailler autour de ce potentiel incident, potentiel attaque, potentiel incident, puisque le mot potentiel est toujours là quand on va parler de ce type d'attaque.
Donc déjà, dans un premier temps, euh, il faut hiérarchiser. Donc, que ça soit vous, de votre côté, ou que ça soit EZHQ dans la globalité des données, il faut pouvoir hiérarchiser les attaques, enfin les alertes, pardon. Mais à ce moment-là, si je le fais faire par des humains, ma problématique, ça va être comment il va faire au fur et à mesure de la journée. Imaginez être 8 heures par jour devant un écran et il doit déplacer les niveaux d'attaque au fur et à mesure. Ça peut être trop compliqué et voire même c'est impossible. Humainement, c'est impossible de le faire. Donc finalement, l'intelligence artificielle va éviter ça, va éviter la fatigue de l'humain pour le concentrer uniquement sur ce qui va devenir essentiel à ce potentiel incident ou à cette potentielle attaque. Donc, évidemment, après, exploiter les flux de renseignements et les distiller dans un format facile à comprendre. Un des avantages de l'intelligence artificielle, c'est ça aussi. C'est que aujourd'hui, quand on va parler de notre DRZ, vous avez les détections on va dire, de comportement, les détections comportementales, les indices de compromission, qui sont assez simples en fait dans notre DR, puisque finalement, une détection est égale à un comportement. Il n'y a pas de faux positif au final. Il n'y a que du bruit, mais il n'y a pas de faux positif, puisque finalement, on vous dit que le comportement a été fait. C'est pas forcément un comportement malveillant, ça peut être du potentiellement malveillant en fonction de l'action, de l'utilisateur. Il y a beaucoup de données qui peuvent rentrer en jeu pour pouvoir déterminer si cette détection-là est un problème. Ce qui fait que EZ a déterminé et a créé autour de son EDR ce qu'on appelle des incidents qui vont être gérés par une intelligence artificielle. Finalement, l'incident va regarder, va analyser vos détections et va dire, tiens, là, cette suite de comportements-là est potentiellement un incident. Parce que finalement, elle ne peut pas vous dire oui, c'est un incident ou non, c'est pas un incident. Il n'y a que l'humain à la fin qui va pouvoir le faire. Mais entre devoir analyser 500, 600 détections par jour parce que vous voulez mettre un EDR assez performant et vous voulez mettre au maximum d'informations, à devenir à analyser 2 incidents dans la journée, forcément, la fatigue de l'humain n'y est pas. Les flux sont bien répartis et sont préanalysés avant que l'humain rentre en jeu. Et donc l'IA intégrée au produit pour optimiser les paramètres, éviter les configurations. Et là, on rentre vraiment dans cette partie thread hunting, puisque finalement, une fois que votre humain, une fois que la personne est partie chercher l'information dans cet incident-là, eh ben, donc il va arriver à pouvoir faire de la recherche beaucoup plus approfondie et lui-même va pouvoir déterminer si ça devient avéré ou pas. Et donc, quand on va parler surveillance et analyse du trafic réseau, ça aussi, c'est quelque chose d'important. On sait qu'aujourd'hui, dans une entreprise, si on doit analyser tous les logs réseau un par un, c'est infaisable, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Et donc, forcément, heureusement que l'intelligence artificielle va arriver pour vous aider dans la défensive, puisque Benoît a bien mis en avant ce que les attaquants sont capables de faire avec de l'intelligence artificielle, mais forcément, si eux l'utilisent, nous, dans la partie défense de parc informatique, on va aussi l'exploiter au maximum et donc arriver à faire de l'analyse beaucoup plus large que ce qu'on pouvait faire avant. Très bien, merci Grégory. Passons à la planche suivante et je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas, on les prendra en fin de session. Exactement. Où est-ce qu'on va maintenant? Alors maintenant, on va aller. J'ai fait un petit peu les premiers pas là-dessus, mais on va rentrer un peu plus en détail sur comment EZ utilise cette intelligence artificielle et comment il vous la met à disposition aussi, puisque finalement c'est ça aussi qui va être important, c'est comment on vous la met à disposition. Il y a dans une des slides, vous l'avez vu, il y avait c'est ce qui était intégré dans nos produits qui n'est pas forcément accessible. Et là maintenant, on va voir comment EZ vous la met en format accessible. Donc, dans cette partie-là, ce qui va être assez important, c'est, je vais faire une comparaison parce que je pense que c'est ça, la source et la base de tout. Quand je vais comparer, EZ a sa propre intelligence artificielle qui vous met à disposition, qui s'appelle AI Advisor. Au-delà de l'intelligence artificielle qu'on utilise pour créer vos incidents et que vous voyez dans cette slide, au-delà de la façon que ça va être mis en place, à un moment donné, il faut analyser cet incident-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut se dire, pourquoi vous voulez que je prenne AI Advisor des aides alors que j'ai ChatGPT, Gemini, je crois qu'il faut dire 3 marques pour être dans les normes, mais il y en a d'autres, il y a Mistral. Copilot,
on peut en utiliser beaucoup pour faire cette analyse-là. Ce que vous allez avoir comme problématique quand vous allez chercher ces analyses dans le chat GPT, etc., au-delà de la confidentialité des données, au-delà de tout ça, ça va être aussi de contextualiser ce qui se passe. C'est ça, en fait, les choses qui vont devoir être mises en place. Et donc, l'AI Advisor, son avantage, c'est qu'il est déjà contextualisé en fonction de l'incident. C'est-à-dire que sur l'AI Advisor, vous ne pouvez pas lui demander quel temps il va faire ce soir ou demain. Quel temps est-ce que je dois inviter ma femme au restaurant? Quel restaurant est le meilleur? Vous ne pouvez pas faire ça avec l'AI Advisor. Par contre, l'AI Advisor, lui, en termes d'incident, il va pouvoir vous répondre. Il va être très précis dans la réponse. Et pour l'avoir encore utilisé ce matin, il y a vraiment un point important. Il y a les applications métiers, par exemple. Vous prenez des applications métiers et mettez votre application, votre exé dans le chat GPT et dites-lui à quoi il sert. Il ne pourra jamais vous répondre, puisque c'est une application métier développée en interne. Donc comment vous voulez qu'il vous réponde? C'est impossible. Par contre, si vous prenez l'AI Advisor et vous lui demandez à travers cet incident pourquoi cette application métier-là a fait telle et telle action ou pourquoi il me le remonte en incident, eh bien, il va vous répondre parce qu'il va contextualiser en fonction de l'incident et en fonction des données qu'il va avoir sur votre entreprise. Et c'est ça qui va devenir très intéressant et va vous faire gagner du temps. Puisque contextualiser à ChatGPT, bah, finalement, ça prend du temps. Et lors d'un incident, et comme on voit là, l'incident de ransomware, typiquement créé par l'intelligence artificielle avec des détails, etc., je ne pense pas que vous avez le temps de recontextualiser et surtout de faire des échanges un par un avec le chat GPT pour arriver à un moment donné à peut-être du non-réponse. Et donc l'AI Advisor, c'est-à-dire la partie de l'iceberg qui est visible et accessible par rapport à l'intelligence artificielle, va vous donner des informations autour de cet incident, va vous préciser ce qu'il faudrait faire, les techniques qui ont été utilisées, et donc vous avez comme ça du contexte, et vous avez comme si vous avez un super admin à côté de vous qui va vous dire, bah tiens, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire, voilà à quoi ça correspond, pourquoi je t'ai remonté dans cet incident, pourquoi je t'ai remonté ce process-là, etc., etc. Et donc vous avez comme ça différentes informations, et ça va aller jusqu'à aussi de l'information très précise sur, par exemple, là, il y a l'exemple de AnyDesk. Pourquoi il vous a remonté le AnyDesk? Parce qu'il va peut-être vous dire, bah, le H est considéré, c'est la version du AnyDesk qui a été détournée ou qui n'est pas forcément la bonne version. Donc, c'est pour ça qu'il va vous remonter toutes ces informations-là. Maintenant, encore une fois, et c'est là où ça devient important, ceux qui sont capables de maîtriser le parc informatique, ce sont les IT du parc informatique. Donc, vous devez vous concentrer sur votre parc informatique et donc vous êtes les seuls amenés à pouvoir dire si ça devient un véritable incident ou pas. Un incident générique chez un client peut ne pas être un incident chez un autre client, sur un autre parc informatique. Tout dépend de votre utilisation, de ce que vous faites, etc. Et donc, il n'y a que vous qui êtes capable de dire après, à la fin de ces analyses de l'AI Advisor, de dire, voilà, maintenant, je peux dire que cet incident est avéré et je me mets en place dans une gestion de crise, ou alors, cet incident n'est pas avéré, c'est peut-être une mauvaise manipulation utilisateur, on va le former, on va lui dire qu'il ne faut pas faire ça, ou alors c'est peut-être délibéré et donc faire une action auprès de l'utilisateur. Mais en tout cas, sur ces analyses-là, vous avez des retours d'informations qui sont pertinentes et précises autour de l'incident. Voilà la partie accessible de l'iceberg, en fait, la partie accessible de l'intelligence artificielle, elle est là. Tout est utilisé avec de l'intelligence artificielle, bien évidemment, une grande partie des produits, une grande partie de l'analyse, et puis on vous donne accès à cette intelligence artificielle à travers l'AI Advisor. Alors, l'AI Advisor, on l'a aussi sur une partie peut-être un petit peu plus méconnue, qui est la Cyber Threat Intelligence, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, toutes les informations que nos laboratoires récoltent et analysent, ça se transforme sous forme de rapports, comme vous le voyez ici. Comment est-ce que tu utilises l'AI Advisor également sur cette partie-là? Alors, après, donc sur la threat intelligence, hein, qui est vraiment pour moi, on va dire le plus haut et le plus
le produit le plus abouti aussi en termes de TI, c'est vraiment assez important. C'est vraiment une largeur beaucoup plus forte que votre parc informatique, puisqu'il va aller chercher de l'information dans le monde entier, des recherches et des techniques, etc. Et donc, avec l'intelligence artificielle, forcément, les résultats de ces données, les résultats qui vont ressortir, doivent être aussi accessibles et compréhensibles. L'ETI est souvent utilisé et utilisé en général par des CERT, par des SOC, par des équipes qui sont très poussées dans la cyber. Aujourd'hui, grâce à cette ETI et grâce aussi à l'intelligence artificielle, l'AI Advisor qui est intégré dans l'ETI, eh bien finalement, vous allez avoir aussi des informations autour de ces recherches-là, autour de votre domaine, autour des APT, etc. Donc ça devient aussi un point important et un point d'entrée aussi pour pouvoir traiter ce type d'informations-là. Évidemment, ce qui va être intéressant aussi sur le TI, même si, encore une fois, c'est des comptes assez importants et des équipes beaucoup plus importantes et larges, encore une fois, le traitement de ces informations-là, il y a énormément d'informations qui peuvent remonter et donc il faut pouvoir la traiter. Et donc l'AI Advisor va vous transcrire tout ça. Et ce que disait Benoît est assez important aussi sur la partie des rapports, des niveaux d'information. Euh, L'AI Advisor va aussi vous accompagner aussi sur la lecture de ces rapports-là et aussi sur la compréhension de ces rapports. Très bien, merci beaucoup pour cette petite parenthèse sur l'AI Advisor. Quand on parlait de prédire, prévenir, détecter et répondre, moi, ça m'amène forcément à l'élément humain hein, que tu représentes aujourd'hui. Finalement, Mm. cette haute valeur ajoutée, quel que soit ce que l'on met en dessous, intelligence artificielle ou pas. Et est-ce que tu peux peut-être zoomer sur l'activité j'allais dire ton service, non, de tes services, à la fois Mm. les services support, services, accompagnement client et puis bien sûr analyse des menaces. Donc, effectivement, et c'est là où il faut en venir à un moment donné au service et à l'humain. Vous avez vu que dans tout ce qu'on se dit aujourd'hui, que ce soit dans l'attaque ou dans la défense, il y a forcément à un moment donné l'humain. L'intelligence artificielle n'entreprend pas d'elle-même des actions, que ce soit des actions d'attaque ou des actions défensives. C'est pas, elle n'entreprend pas d'elle-même. Et à un moment donné, effectivement, il y a cet aspect service, puisque finalement, quoi qu'il se passe, quand vous avez un incident, quand vous avez des événements qui se passent sur votre parc informatique, il y a la compétence d'analyse, même si l'intelligence artificielle va vous mâcher cette information, va vous amener cette information de façon différente, il y a à un moment donné aussi les actions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais isoler mon parc informatique? Est-ce que je l'isole pas? Est-ce que je vais pouvoir agir? Et il y a aussi cet aspect d'attaque, les heures de travail. Il y a le 24/7. Est-ce que mon équipe fait du 24/7? Est-ce qu'elle ne le fait pas? Est-ce qu'elle va être apte au moment d'un incident avéré? Est-ce qu'elle va être apte à répondre à cette demande-là? Et puis derrière aussi, en termes de support technique, puisque finalement, l'intelligence artificielle pourrait vous donner les grandes lignes on va dire, d'une lecture d'une erreur de log ou quoi que ce soit. Mais maintenant, est-ce que vous êtes capable, vous, de retranscrire cette information-là et de résoudre cet incident-là? C'est pour ça que vous avez encore du support technique. Et évidemment, le support technique que je gère, ce n'est pas un support technique d'intelligence artificielle. Il y a des humains derrière, il y a des gens qui vont vous répondre, des techniciens, des ingénieurs qui vont vous répondre. Et c'est pareil pour le service qu'on met en avant aujourd'hui. Là, pour en parler très rapidement, le service qu'on délivre, qui va être du thread monitoring 24/7, il va y avoir de l'humain. Dans mon service, vous avez pas, on ne se fie pas à 100% sur l'intelligence artificielle puisque vous avez du monitoring actif parce que vous avez un humain, un ingénieur cyber, un ingénieur de mon équipe, EZ France, qui va se connecter sur vos instances et qui va regarder par lui-même ce qui est en train de se passer. Qu'il y ait des incidents ou pas, il va aller voir vos comportements dans sa globalité, il va aller voir les détections et il va lire et comprendre si c'est légitime chez vous ou pas. Et c'est là où il y a cette petite graine d'humain qui va arriver, puisque finalement, mes ingénieurs, on va dire, font du learning de votre parc informatique, mais du learning humain. Donc, ils vont comprendre votre fonctionnement, ils vont apprendre comment vous fonctionnez, dans le sens où ils vont, voilà, vous êtes dans un corps de métier,
on sait que l'automobile fonctionne d'une certaine façon avec certaines applications métiers et des connexions externes. La santé va avoir aussi leur propre application métier et avoir leur propre fonctionnement de parc informatique. Ensuite, on a des architectes aussi qui ont une façon de travailler. Et après, vous avez des entreprises purement administratives. Et puis, vous avez des entreprises comme nous qui vont faire aussi de la cyber et donc vont faire des actions encore différentes. Tout ça, eh ben, il faut pouvoir l'analyser en tant qu'humain, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir ces informations-là. Et donc, c'est ça, le service qu'on délivre, c'est qu'on impose notre service par-dessus en disant, voilà, on va mettre de l'humain sur l'intégralité de ce qu'on vient de se dire là, en termes de produits, etc. Et on va vous apporter une sécurité supplémentaire pour vous enlever cette partie de recherche et développement, enfin, de recherche, d'analyse, et vous allez avoir encore plus d'informations pré-mâchées qui vous arrivent dans les mains, puisque finalement, on utilise nous-mêmes notre intelligence artificielle pour pouvoir traiter les informations, bien évidemment. Très bien, eh bien, merci beaucoup Grégory. On arrive à la fin de cette session. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Je vous invite également à, encore une fois, vous abonner et à aller consulter notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez le replay de cette session d'ici quelques jours, hein, le temps de processer cette vidéo. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, peut-être pas maintenant, mais plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse email qui s'affiche. Vous avez le site internet également sur lequel vous avez un formulaire. Et puis vos interlocuteurs commerciaux et ou techniques qui sont habituellement en contact avec vous sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et ce que j'ai envie également de vous partager comme message pour terminer, c'est qu'on est sur du logiciel, on est sur des services. Testez-nous, challengez-nous, ça prend très peu de temps, c'est extrêmement facile, que vous soyez client ou pas, de pouvoir demander une licence d'évaluation de tel ou tel logiciel. Et vous pourrez avoir ainsi accès à toutes les solutions que l'on vous a présentées pour pouvoir faire des essais et vous protéger vos clients si vous êtes prestataire informatique. Grégory, merci beaucoup pour ta présentation aujourd'hui. C'était très clair. Je te souhaite bon courage face aux différentes menaces qui arrivent sur toi et ton équipe. Bon usage de l'intelligence artificielle pour vous augmenter et vous faire gagner du temps et de la précision pour répondre aux clients et leur éviter un maximum d'attaques. Merci Excellente fin de beaucoup. journée. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.